Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est un grand honneur d'être là, en plus dans une salle assez extraordinaire pour quelqu'un qui est modérément sportif. J'avoue que j'ai quand même un peu honte de venir vous parler de la mer alors que je viens de Paris. J'ai pas de marin dans ma famille, je suis pas breton. Je suis né à Boulogne, mais même pas Boulogne-sur-Mer, Boulogne-Billancourt. Mais je suis tombé dedans, j'étais un mauvais élève et j'ai toujours... La mer, d'abord, c'était les vacances, c'était Tintin et le secret de la licorne, Tintin et le secret de Rackham le Rouge. Et c'est vrai que ça fait rêver. Et donc, j'ai toujours voulu travailler sur la mer à travers ma double spécialité qui est économique et historique. Alors, ce que je voudrais vous dire avec vous, je me suis dit, on va peut-être un peu changer de ce que je peux raconter parfois sur la mer, parce qu'il semblerait qu'il y ait une certaine sinistrose ambiante. Je voudrais vous dire en introduction, ça c'est l'historien qui parle, que nous vivons une période formidable. Je regarde l'actualité, je vous rassure quand même, je ne suis pas totalement déconnecté. Pourquoi elle est formidable ? Parce que notre génération, au sens large, allez, de 3 à 113 ans, on a la chance de vivre quelque chose qui n'arrive pas une génération sur 3, mais au dernier tour de piste, ça fait 25-30 générations, ça nous ramène au tournant du 15e, 16e siècle, c'était la Renaissance. Et nous vivons une époque de l'acabit de la Renaissance. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. Je sais bien que quand on allume la télévision, la radio, tout est historique, mais ça n'arrive pas tous les 4 matins de rentrer dans un nouveau temps de l'histoire, puisque le temps dans lequel nous rentrons n'est jamais que le 3e. Mais ce qui est absolument passionnant, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau temps de l'histoire, il y a 3 verbes qu'il faudrait travailler. On ne va pas faire ça ce soir, mais il y a une nouvelle manière de voir, d'avoir et d'être. Et d'un certain point de vue, tous ceux qui parlent de crise, c'est pas grave. Il s'agit simplement de changer de paire de lunettes. Tous ceux qui sont affublés de ce genre d'appareillage savent très bien qu'on peut garder la monture, mais tous les 2 ans, il faut changer de verre. C'est pas parce que telle méthode de résolution des problèmes a fait ses preuves depuis 250 ans que ça permettra de régler les problèmes de ce nouveau temps dans lequel nous rentrons dans l'histoire. Nouveau temps de l'histoire. Pour vous montrer que ce que nous vivons, ça correspond à peu près à l'époque de la Renaissance. Alors je vous rassure, les personnes de la Renaissance n'étaient pas au courant qu'on rentrait à l'époque dans un nouveau temps de l'histoire. La Renaissance, c'est un peu, j'ose pas dire, je ne sais pas comment sont les piliers des tables, il y avait 4 choses qui ont fait la Renaissance. 1, d'abord une croissance démographique. Ça, il n'y a que les historiens qui peuvent vous dire ça, mais vous savez qu'on vit une révolution démographique sans précédent. Quand je suis né, il n'y avait que 3,5 milliards de terriens. Depuis quelques semaines avant Noël, on a attaqué les 8. Et d'ici 2050, il y aura probablement 2,3 milliards de terriens en plus. C'est dire que tous ceux qui parlent de la croissance, c'est fini, circuler, il n'y a plus rien à voir, ça sera un petit peu plus complexe. Alors, je n'ai pas prévu de vous parler de l'environnement, mais sachez que je suis environnementaliste. J'ai longtemps été le monsieur maire de Nicolas Hulot. En tous les cas, premier booster de la Renaissance, une croissance démographique. Deuxième pilier de la table de la Renaissance, énormément de découvertes techniques. Vous avez tous au fond de vos rétines des machines plus ou moins réalistes d'ailleurs du grand Léonard de Vinci, mais vous savez bien mieux que moi qu'on a plus découvert depuis 15 ans, certains vont dire depuis 10 ans, que durant toute l'histoire de l'humanité. Troisième booster de la Renaissance, c'était une nouvelle route. 1488, 1492, 4 années qui provoquent un basculement géopolitique incroyable, qui nous font rentrer dans ce 3e temps de l'histoire. 1488, Bartholomé Diaz, double cap de Bonne-Espérance, la pointe sud de l'Afrique, plus grande révolution géopolitique. Il met en interconnexion tout l'océan Atlantique et tout l'océan Indien. Toutes les routes des épices et des parfums, c'est-à-dire tout le grand commerce mondial, ne va plus passer par voie terrestre, mais par voie maritime. Et c'est uniquement l'Europe occidentale, les pays occidentaux qui vont s'arroger tout le transport mondial. Ce qui explique qu'on rentre dans le temps de l'Europe, dans le temps de l'Occident, mais c'est fini. Et nous rentrons aujourd'hui dans un 3e temps de l'histoire, je vais le dire. Mais il y a un 4e élément qui a fait la réussite de la Renaissance. C'était que la Renaissance était sous-tendue par une philosophie résolument optimiste, porteuse d'élan, porteuse d'allant. On osait se jeter à l'eau, on osait entreprendre, on osait risquer. Et aujourd'hui, et malheureusement, peut-être tout particulièrement en France, nous sommes un pays qui n'est pas dans la confiance. Et c'est uniquement ça qui pose problème. On a en Europe et en France tout particulièrement des opportunités absolument incroyables. C'est ce que vraiment je voulais vous dire en introduction, mais faut-il encore les voir, ces opportunités? Alors c'est quoi ce nouveau temps de l'histoire? En fait,
on a reconsidéré les choses. Vous savez, si vous avez fait des études d'histoire, partout de par le monde, on dit qu'il y a l'Antiquité, le Moyen-Âge, la période moderne, c'est-à-dire 16, 17, 18e siècle, et la contemporaine. Mais ça, c'est complètement occidentalo-centré. Ça colle pas pour la Polynésie, ça colle pas pour l'Asie, ça colle pas pour l'Afrique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a simplement 2 temps derrière nous. Le temps des Méditerranées, parce que contrairement à ce qu'on vous a expliqué, tout n'est pas né autour de la Méditerranée. Vous avez une autre Méditerranée qui s'appelle la mer de Chine, où vous avez au même moment tout un tas de civilisations tout aussi intéressantes. Le temps des Méditerranées, le temps de l'Atlantique, qui commence à partir de 1488-1492, et aujourd'hui, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire, et ça nous ramène directement à notre sujet, qu'on a appelé, alors je vous rassure, on aurait pu l'appeler le temps du Pacifique, mais ça aurait été une terrible nouvelle. Ça voudrait dire que l'Occident, l'Europe est sur le banc de touche de l'économie mondiale. Non, nous rentrons dans le temps de l'océan mondial. Et au risque de vous surprendre, je voudrais vous définir ce que c'est que la mer. J'ai honte de dire ça parce que je sais que je parle à des Bretons. Mais ce qui est incroyable, c'est que pendant 5000 ans, on a simplement conjugué notre rapport à la mer dans une seule dimension. Alors que la mer, c'est le seul univers qui a 4 dimensions. S'il y a un seul truc que vous devez retenir de ce soir, c'est retenir qu'il faut penser aux dimensions 2, 3, 4 de la mer. C'est là où se loge, se niche pour le meilleur, pour le désirable, les opportunités. Alors, première dimension, c'est la surface. La surface qui est l'objet de la pêche, on ne va pas chipoter, parce que la pêche, c'est quasiment le rideau qui sépare les amours du pêcheur et des sirènes, mais enfin, c'est en surface. Il y a encore un siècle, l'arrière-grand-père d'Albert II de Monaco est celui qui a prouvé qu'à plus de 250 mètres de profondeur, la vie existait. On croyait il y a 100 ans qu'on était dans ce qu'on appelait une zone azoïque, que la vie n'existait pas. Aujourd'hui, heureusement, on en est sorti. Donc, vous voyez, la surface, c'est uniquement ce qu'on a fait. Pensez à la dimension 2. La dimension 2, c'est la tranche d'eau qui descend à plus de 11 km dans la fosse des Mariannes. On connaît encore quasiment rien. On nous a montré récemment l'Académie de Marine, c'est presque Walt Disney pour les fêtes, des poissons électriques à 300 mètres de profondeur, bleus, électriques, qui s'éclairent, c'est pas inintéressant, des organismes qui s'auto-éclairent, prêts à manger le jaune, et au moment où le bleu va manger le poisson électrique jaune, je ne sais pas encore comment ça marche, le jaune doit appuyer sur un commutateur, il s'éteint, il se rallume d'une autre couleur, mais s'allume dans le cadre d'un autre poisson qui ne le voyait pas, mais qui du coup le voit maintenant. Et la fête continue. 3e dimension de la mer. La mer qui est quand même 72% de la surface de la Terre. C'est-à-dire que 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées. Et on ne les connaît pas, ces terres. On les a vues de nos yeux vus à travers des robots que 5%. On a une définition précise pour 5% du fond des mers, une définition un peu plus vague pour 15%. C'est-à-dire la définition qu'on a, non pas pour la Lune, c'est mieux connu, mais pour Mars, c'est à peu près, ça correspond à 15% que l'on a. Donc 5 plus 15, 20. 80% du fond des mers, des terres maritimes n'ont jamais été vues. Alors, certains doivent se dire, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Parce que j'ai acheté un super planisphère et je vois bien toutes les failles médio-océaniques, je vois bien toutes les montagnes. Non, non, on ne les a jamais vues. On sait qu'elles sont là, elles sont bien là, par altimétrie spatiale. C'est-à-dire que les satellites ne voient pas sous la mer, mais la mer a des bosses. Alors on a retiré les vagues, bien évidemment. Quand vous avez un pic, le point culminant, c'est 1,10 m, c'est que vous avez une méga montagne en dessous qui pousse. Et c'est à partir de la déformation de la croûte de surface cocorico qu'un Français, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Xavier Le Pichon, d'école normale supérieure, a fait ce fameux planisphère. Mais on ne l'a jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu 80% des 72% des terres de la planète Terre. Il y a tout. Et il y a même, je me lance depuis 4-5 ans, une 4e dimension à la mer. Donc surface, tranche d'eau, 72% des terres de la planète Terre sont des terres émergées. Et on sait maintenant, accrochez-vous, que la biodiversité du sous-sol terrestre est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre marin. Quand je commençais à développer ces notions-là il y a 15-20 ans, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Alors aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, parce que avec le développement de la métagénomique, qui consiste à faire le séquençage, non pas de gènes isolés, mais de gènes croisés, on connaît à tout casser entre 1 à 3% de la microbiologie marine. C'est-à-dire proche de rien. La mer, ça vous fait penser aux grands monstres, mais
99, le pouillème que vous voulez est totalement invisible à l'œil nu. Je vous montrerai quelques petites choses tout à l'heure. Donc 4 dimensions, et nous rentrons dans le temps de l'océan mondial, parce que sans ces 4 dimensions, notamment 2, 3, 4, on ne passe pas. Paul Valéry disait, qui était un très grand écrivain, mais qui n'était pas un grand marin, il n'était pas breton, il disait « Nous sommes dans un monde fini ». Il n'était pas très marin, le gars, parce qu'on ne connaît pas plus de 15 à 20% du fond des mers, on ne connaît pas plus de 3% de la microbiologie, et on sait en toute certitude aujourd'hui que vous êtes magnifiques, mais vous êtes quand même globalement des poissons desséchés. On sait en toute certitude que la vie humaine procède du milieu marin. Donc vous imaginez, on verra si j'ai le temps d'évoquer ce genre de problème tout à l'heure, à quel point les molécules marines promettent, en termes de santé et de bien-être, un avenir tout à fait intéressant. Et ce que je voudrais vous dire, toujours dans cette espèce de grosse introduction, c'est que jamais de toute notre histoire, eh bien, le pays n'a été aussi grand. Si j'avais le temps, on pourrait faire un jeu, mais je ne suis pas sûr que Laurent Cicéron m'y autorise à le faire. Ce qui est bien avec l'histoire, c'est que tout le monde a toujours raison. Si je vous demandais quelle est la plus grande date de l'histoire de France pour vous, chacun aurait raison. Vous avez le droit de donner votre date de naissance, parce que votre tablé, tout au moins, ne serait pas aussi sympathique sans vous ce soir. Vous pouvez m'expliquer que c'est 1515. En termes de géopolitique, laissez tomber. Aucune incidence géopolitique, mais on s'en souvient avec émotion parce qu'on a mis la pâtée aux Suisses, qui était réputée comme une infanterie invulnérable. Pour ça que les papes s'entouraient déjà de gardes suisses. En fait, c'est important parce que c'est la fin de l'unité espagnole. Bon, enfin, Marignan en soi, pas énorme. Vous avez le droit de dire qu'à 1998, pour les événements footballistiques que vous connaissez. Je vais vous donner ma date, qui me semble être la plus grande de l'histoire de France. 1994. Qui n'était pas né en 94 parmi vous? Ah, il y en a 2 qui ont le droit de ne pas savoir, 3 parce qu'ils n'étaient pas contemporains. Bon, tous les vieux qui sont nés avant 94, vous imaginez à quel point vous êtes bien nés? Vous êtes nés dans une période qui correspond, pour l'obsédé que je suis, je reconnais, mais laissez-moi quand même 10 minutes après pour justifier les choses, à ce qui est probablement la plus grande date de l'histoire de France. Qu'est-ce qui s'est passé en 94? C'est pas l'année où Aimé Jacquet était recruté, et ça ne correspond pas avec, effectivement, la première étoile sur le maillot de l'équipe de France. Qui a une idée? Ah, il y a un spécialiste parmi vous. Ouais. C'est un nouveau droit de la mer. Je sens votre déception. Laissez-moi vous expliquer. Bon. C'est un nouveau droit de la mer. En fait, c'est de 1982, mais l'accord s'applique depuis 1994, parce qu'il faut un certain nombre d'États signataires. Dans le jargon technocratique, c'est la création de ce qu'on appelle les ZEE, ou ici en anglais ZEE, des zones d'exclusivité économique. Tout pays qui est bordier de la mer, à condition qu'il n'y ait pas un pays en face. Ça ne va pas marcher donc dans le Pas-de-Calais. Autrement, ça serait compliqué avec les Anglais, à une zone d'exclusivité économique de 200 000 marins. Le 1000 marins, depuis très longtemps, c'est 1852 mètres. Donc 200 fois 1852 mètres égale 372 km. Donc si vous voulez calculer le domaine maritime qui appartient à un pays, vous prenez une île par exemple, et à partir de cette île, vous faites un périmètre à partir d'un rayon de 372 km. Ça fait de notre pays le premier ex-aequo en termes de domaine maritime. On ne l'a pas fait exprès, mais c'est toujours bon à prendre. On est quasiment le 2e domaine maritime. Je vais vous montrer un peu le top 10. Allez, on y va. Premier, États-Unis, mais kiff bourricot, 1 million. Loin devant le 3e qui s'appelle l'Australie. Mais vous voyez bien que, d'un point de vue qualitatif, le pays le mieux placé s'appelle la France. Pourquoi? Parce que les États-Unis et l'Australie, ils ont ce domaine maritime par rapport à la taille de leur métropole. Nous, à 96%, c'est par l'outre-mer. Ça, c'est le tableau de la réussite de demain, à condition que l'on se serve de cet atout. En fait, et pourquoi est-ce que je vous disais que c'est la plus grande date de l'histoire de France? Parce que jamais de toute notre histoire, j'ai fait travailler les étudiants là-dessus, jamais le pays n'a été aussi grand que depuis 1994. C'est que vous avez tout, si vous considérez la mer sous 4 dimensions. 1, 2, 3, 4, on l'a vu. Là, vous avez le tableau le plus important pour comprendre tous les enjeux géopolitiques. Il y a un pays qui vous surprend, c'est le 8e, c'est le Royaume-Uni. Bah oui, parce que les Anglais ne pensaient pas dans les années 60 qu'on aurait demain un domaine maritime au prorata des pays qui faisaient partie des colonies à un moment donné. Les Anglais ont préféré larguer tout ça parce que ça coûte cher.
préférant la richesse commune qui s'appelle le Commonwealth, vous remarquez qu'il y a un pays très intéressant, qui est la Chine. 3,8 millions de kilomètres carrés. On sait aujourd'hui, grâce aux grandes oreilles de Mickey des États-Unis, que dans l'entourage le plus étroit du président chinois Xi Jinping, vu de la Chine, le seul élément qui pourrait empêcher la Chine de devenir la première puissance économique mondiale en 2049, parce que c'est l'année qu'ils ont choisie, parce que c'est le centenaire de la révolution communiste, ça serait de ne pas avoir 5 millions de kilomètres carrés. Ils en sont à 3,8. S'ils n'ont pas 1,5 million de kilomètres carrés en plus, ils ne passent pas. Donc qu'est-ce que fait la Chine? Elle met tout en œuvre pour avoir au moins 5 millions de kilomètres carrés. Au moment où nous allons bientôt dîner, agréablement j'en suis certain, ils fabriquent des îles naturelles artificielles. Alors on marie rarement naturel et artificiel, c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'ils font des îles, ça c'est une île qui n'existait pas 6 mois avant. Je ne dis pas que c'est bon pour l'environnement, je n'ai pas dit. Ils ont tous les bateaux, enfin tous les points que vous voyez, c'est ce que j'appelle la 6e flotte, une flotte de BTP, des bâtiments énormes qui vont pousser, aspirer, recracher en partant d'en haut fond, c'est-à-dire un truc qui est un petit peu haut. Voilà, en 6 mois, ce à quoi on arrive. Ils vont bien sûr mettre quelques casernements pour changer le drapeau chinois et bien sûr une piste d'atterrissage. C'est un porte-avions projeté au loin, à l'encre, me direz-vous. Île naturelle artificielle, naturelle parce que c'est des matériaux naturels, mais construites artificiellement, bien évidemment. Voilà les BTP chinois, ce qu'ils font. Ils s'en foutent de l'île. Mais ils décrètent immédiatement qu'ils ont une ZE de 200 000 tout autour, où ils vont pêcher en exclusivité en interdisant aux autres bateaux de passer dans la zone, etc. C'est-à-dire qu'on va rentrer, en dehors de Poutine, qui est un cas particulier, quoique, dans un nouveau temps de l'histoire, où on ne va plus se battre pour des terres, on va se battre pour des îles dont on n'a rien à faire, mais parce que ces îles vous donnent accès à la mer dans ses dimensions 1, 2, 3, 4. Même en Ukraine. Les troupes d'élite russes ont été placées au sud. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de transformer la mer d'Azov en lac russe, et il s'agissait d'avoir le maximum d'emprise sur la mer Noire. Je vous passe sur Sébastopol, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc vous voyez, on rentre dans cet élément tout à fait incroyable. Alors, le tout, ça s'use que si l'on s'en sert. Pour vous montrer à quel point c'est important, le domaine maritime. Je vais essayer de vous en convaincre. Je pense aux terres rares. Vous savez, ces terres rares, ça porte très mal son nom, ce truc-là. Ça n'a rien à voir avec des terres, c'est 17 métaux stratégiques qui ont des noms un peu compliqués. Aujourd'hui, la Chine exporte 82% des terres rares dans le monde. Et le président Xi a décrété il y a 4-5 ans qu'il allait baisser progressivement ses exportations. Donc on s'excite un peu depuis 4-5 ans. Bon, deuxième réserve mondiale de terres rares, le Groenland. Deuxième réserve mondiale de terres rares, d'uranium, le Groenland toujours. Rappelez-vous, le président Trump, il y a bientôt 4-5 ans, avait proposé de racheter le Groenland. Il était intervenu sur les médias en disant, la dernière de Trump, il n'était pas idiot. C'était une manière de pousser les mouvements autonomistes groenlandais à aller plutôt du côté de l'indépendance. Dites-moi, on vous a parlé du Brexit, mais elle est où la politique de l'Union européenne vis-à-vis du Groenland, qui est l'atout absolu de l'Union européenne? Troisième réserve mondiale de terres rares, ça s'appelle la France. Au large archipel de la société Tahiti, pour faire court, on a potentiellement 18% des terres rares. Donc vous voyez, la mer, dites-vous bien qu'il y a tout dans la mer, y compris probablement le mystère de la grande alchimie des origines de la vie. Et quand on parle de la mer, je vais vous faire un mea culpa public que je n'ai pas eu l'occasion de faire lorsqu'on s'était vu il y a quelques années, Laurent. J'ai été très marqué par une rencontre avec des dirigeants à Limoges. C'était juste après la crise des Gilets jaunes. Ça fait de longues années que je dis en substance, il faut faire mentir la phrase d'Éric Tabarly, qui est une phrase terrible. Il écrivait, il y a 2 ou 3 décades maintenant, la mer, pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. Donc je disais en substance, il faut que notre pays se tourne vers la mer. Et puis j'ai eu l'occasion d'intervenir, non pas en Bretagne, mais à Limoges. J'ai été sacrément surpris parce qu'ils m'ont dit, mais vous ne réalisez pas à Paris, vous ne réalisez pas du tout. Nous, il y a Limoges, on est en pleine crise des Gilets jaunes comme partout, mais il y a 2 ans, nous étions une capitale régionale. Limoges, capitale du Limousin. Nous sommes rentrés dans la Nouvelle-Aquitaine.
Nos fonctionnaires territoriaux, ils sont partis à Bordeaux, la capitale de la Nouvelle-Aquitaine. Puis Bordeaux, vous, depuis Paris, vous mettez 2h03. Nous, on met 2h40 pour rejoindre notre capitale. Nos fonctionnaires, vu qu'ils sont partis, ils ont vendu leur maison. L'immobilier s'est cassé la gueule. Et j'en suis arrivé à me dire, mais est-ce que je ne dis pas des bêtises? C'était pour la bonne cause. Est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme? Ce n'est pas tant à nous de nous tourner vers la mer. Il faut faire rentrer la mer à l'intérieur des terres. Vous allez voir, ça va tous vous concerner. Tant que les points les plus intérieurs du pays, Limoges, Clermont-Ferrand, ne seront pas reliés aux ports régionaux, nos deux grands ports que vous connaissez bien, Le Havre et Marseille, ne marcheront pas. Et je voudrais vous dire qu'une politique maritime, c'est avant tout une politique d'aménagement du territoire. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner des chiffres qui vont tout de suite vous faire comprendre les choses. Tout passe par conteneur aujourd'hui, en dehors du gaz et du pétrole. Vous donnez les chiffres de la France. 2 conteneurs sur 3 qui rentrent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Si vous prenez la région PACA, c'est 1 conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA qui passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Le premier port français s'appelle Anvers, on est tous d'accord, on ne va pas faire du colonialisme, il est en Belgique. Ça veut dire que, les étudiants l'ont montré, la région française qui est la mieux reliée à la mer, j'espère que vous n'allez pas me chasser, je dis ça pour la bonne cause, c'est malheureusement pas la Bretagne, c'est malheureusement pas la façade atlantique où on développe Tilt, c'est l'Alsace-Lorraine. Ce qui veut dire que plus une entreprise va se décaler de l'Alsace-Lorraine, plus elle aura un surcoût à l'import pour produire, plus elle aura un surcoût à l'export pour vendre. Heureusement que vous ne le savez pas toujours. On va tout mettre sur le dos, oui, mais nos ports ne sont pas fiables, etc. Oui, ok, il y a un problème de fiabilité sociale. Mais surtout, nos ports sont des cul-de-sac. Un conteneur qui arrive au Havre, il a l'air malin. Il faut le dépoter sur un train qui fera 1,6 km, on va le redépoter sur une barge qui finira bien par l'Île-de-France. Mais celui qui est arrivé à Anvers, il est déjà là. Puis Marseille est mal raccordé à Lyon, et de Lyon mal raccordé à la Bourgogne. Donc une politique maritime, c'est une politique d'aménagement du territoire. Je ferai la quête tout à l'heure, il faut 28 milliards si vous voulez remédier les choses. L'État en a donné 2 l'année dernière, il en manque donc 26. Mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que s'ils mettaient 26 milliards, ça serait autant de lits de réa, comme on disait à l'époque, ou de places de prison dans les hôpitaux. Donc il faut que vous poussiez vos politiques à vous mettre en situation concurrentielle. Alors vous devez vous dire, mais ça a toujours été comme ça. Ouais, mais il y a un élément qui a changé. C'est que la dernière venue en Europe du président chinois, c'était juste avant la Covid partie, c'était en juin 2019. Vous en souvenez peut-être, il a commencé par Monaco. Non, par l'Italie, j'ai bêtise. L'Italie, 2 Monaco, 3 Paris. Qu'allait-il faire en Italie? Parce que l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, a noué des accords séparés avec la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie. La Chine va raccorder les 3 grands ports italiens du Nord, Gênes, Savone, Trieste, à l'intérieur, dans les 10 ans. Ce qui veut dire que si nous, Français, dans les 10 ans, nous, Européens, si on ne raccorde pas Marseille à l'intérieur du pays, on aura planté le quart sud-est de la France, les entreprises et les habitants qui vont avec. Donc vous voyez qu'on arrive vraiment dans le dur, ce qui explique qu'il y a eu quelques tensions avec, bien évidemment, l'Italie à ce moment-là. Je vous ai amené, tant que j'y suis, une carte pour vous montrer comment la Chine voit le monde. Bon, qu'ils se mettent au milieu, c'est normal. Hein. Si vous achetez un planisphère aux États-Unis, vous demanderez le remboursement parce que les États-Unis vont se mettre au milieu. Non, c'est que on regarde naturellement vers le nord et qu'ils ont mis le nord au sud. Ça aussi, c'est une carte qu'on a mise en français, c'est une carte de la Marine nationale, parce que c'est important de se mettre dans les schémas chinois. Voilà comment la Chine voit le monde. Ce qui est très intéressant. D'abord, c'est une bonne nouvelle, là encore. C'est-à-dire que la Chine, qui est un pays de l'hémisphère nord, se veut être un grand pays, veut être le pays dirigeant du Sud. L'autre géant asiatique qui, avant Noël, d'ailleurs, l'a dépassé en population, ça s'appelle l'Inde. Et les nouvelles routes de la soie, en gros, le gros cordon bleu que vous avez, c'est tout simplement court-circuiter l'Inde. Et aujourd'hui, vous avez des ports chinois en dehors de la Chine, y compris en Europe. Le port du Pirée, qui est le grand port grec, est un port chinois. Je vous ai amené pour montrer cette question des transports, justement. Tout passe par conteneur. Je vous ai amené non pas le plus gros porte-conteneur, le plus gros porte-conteneur, il a 24 000 conteneurs. Ça, c'est la moyenne haute, 16 000 conteneurs. Ça vous fait, pour dépoter l'engin, 97 km de camion bout à bout. J'ai fait ce petit montage.
J'ai même pas eu besoin de couper les antennes du Charles de Gaulle. Vous voyez, c'est la taille d'un Airbus A380. C'est très intéressant de voir que, vous savez, transporter un conteneur entre Shanghai et Anvers, qui est le premier port français, ça pollue moins que de faire Anvers-Rennes. Un frigidaire, je truande un peu parce que c'est gros, ça vaut pas cher, ce machin-là. Un frigidaire transporté entre Anvers et la ville de Rennes, qui est loin d'ici quand même, il y a encore 3/4 d'heure de train, c'est 300 fois, c'est-à-dire 3 fois plus cher que le coût de transport de ce frigo entre Shanghai et Anvers. Qu'est-ce qui permettrait 4 choses tout à la fois à notre pays? À savoir redonner de la compétitivité à nos entreprises, lutter contre les émissions de CO2, parce que je ne vous raconte pas les camions qu'il faut 8000 camions pour défaire ça. 2 porte-conteneurs comme ça vous fait le Paris-Lyon. Donc aujourd'hui, si nos ports, si ça passait par Le Havre ou Marseille, on lutterait à la fois pour une meilleure compétitivité des entreprises de la façade atlantique, on émettrait beaucoup moins d'émissions de CO2, on lutterait contre la désertification et ça aurait même des incidences sur l'accidentologie routière. Donc vous voyez, une politique maritime, c'est avant tout une politique d'aménagement du territoire. Nous ne sommes pas un pays de fluidité. Longtemps, vous l'avez su. Mes étudiants m'ont montré que vous aviez plus de voies navigables en France à l'époque de Louis XIV qu'aujourd'hui. Donc vous voyez, quand on parle de mouvement de flux maritime, on n'y est pas encore tout à fait. Donc tout ça pour vous dire, la mer contient tout. Alors, je le dis tout de suite, il ne s'agit pas d'aller confondre la mer avec un supermarché. Il ne s'agit pas d'aller chercher tout ce qui se trouve au fond des mers. Il y a tout un tas d'éléments, je vais évoquer ça dans un deuxième temps. Il s'agit aussi peut-être d'avoir un regard différent. C'est là où nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. Chacun prendra ses adjectifs qualificatifs, un regard ou plus émerveillé ou plus aimant. On s'aperçoit que les molécules marines, que les organismes marins savent faire des trucs qu'on ne sait pas faire. Et que ça développe aujourd'hui une science qui est en plein développement, qu'on appelle le biomimétisme ou la bio-inspiration. Si vous avez croisé des spécialistes qui vous en ont parlé, vous verrez qu'ils vous donnent toujours des exemples marins. Le requin est une bestiole magique. Il y a dans le PIF, là, la Cyrano, parce que Laurent écrit sur Cyrano en ce moment, les radars de détection les plus sophistiqués. Les anti-fouling, vous savez, ces substances qu'on met sur les coques de nos bateaux pour éviter le picot, le phytoplancton de s'accrocher. Aujourd'hui, c'est des produits chimiques qui ne sont pas très efficaces, qui polluent la nature et qui valent cher. Le requin sécrète une substance naturelle qui est parfaitement compatible avec la nature et qui est beaucoup plus efficace. Alors, il ne s'agit pas de transformer les requins en citron, on est bien d'accord, mais à partir de ces molécules, on est en train de reconstituer les choses. Je pourrais multiplier les moules, donc vous êtes des grands producteurs. Les moules fabriquent une colle qui est la colle la plus formidable qui existe. Les moules fabriquent ce byssus, cette espèce de colle qui les accroche au rocher. Ça marche même dans l'eau et même dans l'eau de mer. Et je pourrais multiplier les exemples pendant je ne sais pas combien de temps. C'est dire que nous avons un autre rapport avec la mer. La mer, c'est 80% de la biodiversité terrestre. Alors, vous n'êtes pas traumatisés, visiblement. Personne n'applaudit ce chiffre fabuleux. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la mer, c'est 72% de la surface du globe. Donc, en gros, vous allez me dire, on est dans le même package. 72% de la surface du globe, c'est normal, ça soit 80% de la biodiversité. Mais ça n'a rien à faire. À voir, il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'elle représente en surface. C'est que l'eau de mer a des milliards d'années. Les terres émergées ont des centaines de millions d'années. Donc, le processus de la vie a été mené beaucoup plus loin. C'est très facile à vous montrer. En mer, vous avez 3 règnes végétaux. Le plus vieux, le vert, et puis à partir du vert, ne me demandez pas quand, parce qu'on ne sait pas, à partir du vert s'est développé un autre règne végétal, le rouge, le vert continue, le rouge continue, et à partir du rouge s'est développé un 3e règne végétal, l'ocre ou le brun. Bref, en de grâce 2024, 3 règnes végétaux en mer, un seul sur Terre. Le vert. Et si le prunus, en quelques mois, quand ce sera l'été indien, devient tout rouge, c'est la dépigmentation du vert. On est dans l'unique règne végétal. Donc c'est là aussi où polluer la mer, détruire la mer, c'est un non-sens économique absolu. C'est détruire les molécules de vie. Puis d'ailleurs, on ne détruit pas la mer, on provoque un changement. Vous savez, la mer, elle a vécu beaucoup plus acide qu'elle ne l'est. Elle a même vécu à 362 degrés. C'est nous, les humains, qui disjonctons à 42. Donc il faut remettre là aussi les choses en perspective. Donc c'est dire que la mer nous ouvre énormément d'opportunités, mais on ne l'évoque pas.
La mer, pour les Français, c'est ce qui provoque souvent le supplément de la chambre avec vue lorsqu'on est sur la mer. On ne mesure pas toutes ces opportunités. C'est pour ça que j'ai grand plaisir notamment à vous en parler. Alors, deuxième temps, peut-être, en quoi la mer peut-elle nous aider? Je vous ai amené quelque chose d'élément. D'abord, l'énergie. Bon, à tout seigneur, tout honneur. Alors d'abord, si vous adorez le pétrole, nos soucis atoll, il y en a plein au fond des mers. Ce n'est pas la bonne nouvelle de ce soir. Pourquoi? Parce que le pétrole est issu de la décomposition d'algues. Donc il y a du pétrole au Sahara parce que le Sahara avait été recouvert, enfin plutôt la mer avait recouvert le Sahara. J'ai fait venir dans mon centre de recherche Thierry Pilenko, le PDG de Technip, et il nous disait, on était en décembre dernier, sur la base de la consommation actuelle de pétrole, il n'y en a plus que pour 35 ans. Et il complète, sans mettre de point sa phrase, c'était en décembre dernier, ça fait 14 ans et 8 mois qu'il n'y en a plus que pour 35 ans. C'est-à-dire qu'on découvre en gros chaque année autant de pétrole qu'on en consomme. Il nous explique, c'est que la géologie, c'est des millefeuilles. Donc on a fini de sucer une très grosse nappe. Bon, certes, on est tombé sur une croûte de sel un peu épaisse, 200 mètres d'épaisseur, mais dessous, on est tombé sur une poche qui est énorme. Le problème du pétrole, c'est que ça provoque des émissions de CO2. Et là encore, disons merci à la mer. La mer absorbe entre 30 à 40% de nos émissions de CO2. Au dernier pointage, on est plutôt de l'ordre de 36-37%. Si la mer n'absorbait pas ces émissions de CO2, il y a longtemps que nous aurions une pédagogie du masque pour nous protéger contre tout un tas de difficultés. Sauf que, depuis le temps que les mers absorbent ça, les mers s'acidifient. Bon, souvent on vous parle des continents de plastique, on va faire des œuvres d'art avec du plastique, c'est très bien, c'est très sympa. Mais le danger majeur, ce n'est pas le continent de plastique. D'abord, il n'y a pas un continent de plastique. Au dernier pointage, il y en a 5. 2 dans l'océan Pacifique, 2 dans l'océan Atlantique et 1 dans l'océan Indien. Et si vous voulez donner, ce qui serait sympathique, le nom de Tilt à un autre continent de plastique, financer collectivement une expédition en Méditerranée. En Méditerranée, comme dans toutes les mers, vous avez des phénomènes de courant, des phénomènes de gire qui va regrouper toutes les particules fines et vous allez découvrir un nouveau continent. Alors, vous ne mettrez pas le drapeau de Tilt parce que c'est une soupe plus ou moins liquide et 80% est au fond. Encore, je ne suis pas sûr que les 80% y sont encore parce que les poissons vont en bouffer et vous allez manger des poissons à votre tour. Je ne sais pas ce qu'on mange ce soir, mais peut-être que je m'avance un peu. Donc, vous voyez, soyons quand même très prudents. Tout ça pour vous dire, il y a d'autres solutions. C'est ce qu'on appelle les EMR. Les EMR, les énergies marines renouvelables. Alors, je vous ai amené des éoliennes parce qu'on ne peut pas faire sans. Enfin, on ne peut pas faire sans en parler. Je pense que c'est trop tard. Maintenant, on aurait mieux fait de faire autre chose. Soyons clairs, on en met de plus en plus en mer parce qu'on en veut de moins en moins à terre. En mer, tout le monde veut bien, à condition que ça ne soit pas devant chez soi. Bon, ok. Là, on va vers des éoliennes, non pas plantées, ce qui est le cas aujourd'hui, mais flottantes. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit la panacée absolue. Je crois beaucoup plus à ça. Ça, c'est des hydroliennes. On est sous la surface. Bon, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est quand même des gros moulins. Hein. C'est du 16 mètres de diamètre. Et là, quel est l'avantage de l'hydrolienne? C'est quand vous avez un courant égal ou supérieur à 2 mètres secondes, le rat blanchard, le front vert, enfin vous connaissez vos chiffres, hein, ça marche. Mais quel est l'avantage par rapport à l'éolienne? C'est que s'il n'y a pas de vent, vous êtes marron. Le courant, il est prédictible. Et même quand vous avez une renverse de courant, il suffit d'acheter l'horaire des marées, le fil du touriste, vous saurez quand. C'est-à-dire qu'EDF Énergie Nouvelle est tout à fait prêt, dans son mix énergétique, à intégrer les hydroliennes et non pas les éoliennes. Là, il y a quelque chose à faire. Sans compter que la France, on vous montrait la vraie carte de France tout à l'heure, c'est-à-dire la carte de l'archipel France. Imaginez toutes ces îles, toutes ces passes. L'hydrolienne, c'est une opportunité magique. Vous avez ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est bizarre, on dirait un bouchon. C'est l'énergie thermique des mers, qu'on abrège par ETM. L'énergie thermique des mers, c'est jouer sur le différentiel de température entre l'eau de surface et l'eau profonde. Quand vous avez un différentiel de 20 degrés d'écart, c'est un peu comme une pompe à chaleur. Vous avez quelque chose qui a un mouvement qui peut se déduire en électricité. Ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. 2 pays étaient en tête, et pour les hydroliennes et pour l'énergie thermique des mers, la France et les États-Unis. Bon, on a pris un peu de retard parce que l'État a revu à la baisse ses prix de rachat. Au début, ça devait porter sur les éoliennes, et finalement, toutes les collectivités territoriales étaient déjà trop engagées. Vous êtes bien placés près de Saint-Brieuc ici pour le savoir. Ils n'ont pas pu faire marche arrière, mais il aurait mieux valu jouer et l'hydrolienne et l'énergie thermique des mers, tout au moins là où on le peut. Donc vous voyez, il y a quand même tout un tas de solutions au niveau de la mer. Vous savez ce qu'on appelle les SWAC.
quand vous êtes sur des motus, des îles, et que vous avez des aplombs à 1000 mètres de profondeur, vous faites venir de l'eau marine profonde à plus d'1 kilomètre, c'est 4 degrés, que vous allez, grâce à des échangeurs, réussir à refroidir un système d'eau douce intégré. La climatisation aujourd'hui à Papeete, etc., des carrefours, de tout ce qui est grands hôtels, etc., à condition que vous soyez au bord de mer et que vous ayez tout de suite des aplombs, donc ça se développe aujourd'hui à La Réunion, vous avez ça aussi. Donc il y a tout un tas d'opportunités. Je ne rentre pas dans le détail, je vais vite. En quoi la mer peut nous aider sur le plan de l'alimentation ? Je ne vais pas faire le débat, est-ce qu'il y a pêche, est-ce qu'il y a pêche, surpêche, etc. Il y a un rapport qui est très bien fait de l'Académie des sciences. Il y a surpêche sur 17 espèces de poissons. Voilà. Pourquoi 17 espèces de poissons ? Parce que nous sommes devenus curieux. Où que nous soyons de par le monde, on veut tous manger les 17 espèces de poissons. Peut-être parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Peut-être parce que nos grands chefs devraient peut-être remettre au goût du jour le chinchard, la vieille ou le hareng ou le maquereau. Déjà, si on diversifiait notre demande sur un plus grand nombre d'espèces, ça les soulagerait. C'est pas simple. Les pêcheurs sont sortis, parce que c'est eux les premières victimes de la surpêche. Mais il n'y a pas que la surpêche qui explique la raréfaction des poissons, c'est la disparition des habitats. La bétonisation, le fait d'arracher des forêts de mangroves, ça contribue plus largement que la pêche. Les pêcheurs, c'est pas facile d'être pêcheur. Il faut pêcher plus souvent, donc par tous les temps, donc en consommant plus de carburant pour une pêche de plus en plus aléatoire, et en plus on est montré du doigt. Et en plus, c'est le métier le plus dangereux au monde. La mortalité en métropole, dans le bâtiment, c'est 1 pour 1000. La mortalité dans le domaine des marins-pêcheurs, c'est 2 pour 1000. 16 fois plus de risque de se blesser dans l'activité de marin-pêcheur qu'en étant pompier en activité. Comment ils sont passés ? En pêchant des poissons d'eau profonde. Les macroutes, les queues de rat. Alors d'un point de vue marketing, c'était nul. On les a rebaptisés du nom d'épopées napoléoniennes. C'est le sable, le grenadier, l'empereur. Bon. Mais vous savez bien que vous êtes la dernière génération à manger des poissons d'eau profonde. Parce que l'empereur lui-même, sa maturité sexuelle, c'est 20 ans. Donc c'est compliqué. C'est bien pour ça qu'en France, déjà, 55% des poissons consommés sont des poissons de l'aquaculture. Mais est-ce que l'aquaculture est une solution ? Ah, c'est rentable. C'est même le secteur qui s'est le plus développé, mieux que l'informatique depuis 20 ans. En Occident, on ne le mesure pas parce que ça s'est niché à 82% en Asie. Vous allez voir qu'il y a du potentiel. Le problème de l'aquaculture, c'est qu'il faut en gros, ça dépend des espèces, entre 3 à 5 kilos de poissons farine pour avoir 1 kilo de poisson noble. Donc, c'est rentable. Mais voyez bien qu'il y a un goulot d'étranglement au niveau de la planète. À moins que, c'est ce qu'on va vous servir ce soir, donc c'est une plaisanterie, à moins que l'on se lance dans l'aquaculture de poissons herbivores. Le panga, le tilapia, vous allez me dire c'est flottard et dégueulasse. Je ne sais pas, mais on a les meilleurs chefs du monde, peut-être qu'il faut inventer la petite sauce, mais dites-vous bien qu'on va avoir 2,3 milliards de terriens en plus d'ici 26 ans, qu'il y a tout un tas de populations qui en ont ras-le-bol du riz et du soja, qui veulent une diversification protéinique. Laissez tomber la carpe, parce que la Chine a mis son dévolu dessus, mais je peux vous dire qu'il y a des opportunités d'enfer à faire dans le cadre de l'aquaculture de poissons herbivores. Il n'y a même pas besoin d'être au bord de la mer pour faire l'aquaculture de poissons herbivores. Encore une fois, c'est le secteur qui s'est le plus développé depuis 20 ans et probablement celui qui risque de le plus se développer dans les 20 ans qui viennent. Donc, vous voyez, la mer peut nous aider. Et puis, je n'ai pas évoqué l'or vert. L'or vert, c'est les algues. Je parle avec une infinie admiration. 92% des algues produites dans ce pays sont produites en Bretagne. Incroyable. Les algues, ça fait même du pétrole, mais laissez tomber, ça va encore faire du CO2. Mais les algues, ça sert pour tout. Il est même possible qu'une révolution du packaging, parce qu'aujourd'hui le packaging c'est le plastique, ça pose des problèmes. Je vois mes étudiants, ils coincent de plus en plus. Si on veut du plastique naturel, qu'est-ce qui peut le fournir ? C'est le maïs. Alors qu'est-ce qu'il faut comme flotte pour faire du maïs ? Ou alors on va prendre des algues. Alors, ça ne sera pas aussi cristallin, pas aussi transparent, mais ça sera tout à fait intéressant. Il y a beaucoup de choses. Il y a un groupe dans le Nord aujourd'hui qui travaille sur des tranches de cabillaud qui seront enveloppées dans des algues, le tout dans la cocotte minute. Et pour vous récompenser de ce geste européen et citoyen et mondial, non seulement vous avez la tranche de cabillaud, 0 déchet, mais vous avez gagné la garniture. Vous avez les algues, dont on sait que c'est éminemment bon pour la santé. Et je vous parle de tout ce qui est solide. Mais il y a le liquide.
On ne va pas parler d'état des nappes phréatiques. Mais dites-vous bien que au Japon, j'ai découvert ça récemment, ils commencent à travailler sur des eaux minérales d'origine marine. Parce que, dites-moi, si vous allez chercher de l'eau à plus de 500 mètres de profondeur, en vertu de la circulation marine, ça va faire en gros 500 ans qu'elle n'est pas remontée en surface, cette flotte. C'est-à-dire qu'elle va être dénuée à peu près de toute trace de pollution. On va la dessaler, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on va avoir demain des eaux minérales d'origine marine. Là aussi, les marchés sont plus que conséquents. Donc, vous voyez, énergie, la mer peut nous aider. Alimentation, mais c'est dément ce qui nous attend. Parce qu'on est tous à table, c'est convivial en plus. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. La santé, là je vous ai amené pour faire joli une anémone de mer. Mais les données que je vais vous donner, je les actualise à peu près toutes les 3 semaines. Je prends mes sources à l'INSEP. Aujourd'hui, vous avez essentiellement, donc ça sert comme antidouleur. On a principalement la morphine. À partir de l'anémone de mer, on va avoir des antidouleurs qui vont sortir sur le marché européen, qui n'auront pas les mêmes effets secondaires et qui auront les mêmes vertus. Je vous ai apporté différentes petites choses, mais ce n'est pas exhaustif. Là, c'est un ver marin. Là, c'est un ver breton. Alors, ce n'est pas un ver de terre, autrement je vais me fâcher, c'est un ver de mer. La différence, elle est subtile. C'est Morgane Rousselot de la station de biologie marine de Roscoff qui a soutenu cette thèse, qui a inventé, je ne suis pas sûr qu'elle a inventé, mais c'est le mot qu'on dit, c'est aujourd'hui, ce n'est pas la plus belle, mais la bestiole connue qui a l'hémoglobine la plus proche de l'hémoglobine humaine. J'ai été à la soutenance de thèse, je ne sais pas si c'était SPA compatible ou pas, à un moment donné, les discussions sont parties, si on cultive ces vers, 400 000 exemplaires, qu'on les broie, je ne sais pas si le ver souffre ou pas, on peut pour partie pallier la pénurie sanguine, voire même lutter contre les maladies cardiovasculaires, parce que vous avez plus de globules blancs. Le directeur de thèse s'appelait Frank Zal, il est parti avec son AP30, on tout bien tout à l'heure, ils ont même monté une entreprise qui s'appelle Emarina, qui est spécialisée dans le transfert d'organes, parce qu'un rat, un foie transporté dans cette hémoglobine-là peut durer 72 heures, contre moins de 24 heures dans un sang humain. Donc vous voyez le potentiel de la mer. Comment se fait-il que c'est en mer qu'on trouve ces bestioles-là? Parce que nous émanons de la mer. Je vous ai amené une méduse, parce qu'on les voit souvent, les cas de fer en l'air, c'est moins joli. Il y a 92 espèces de méduses reconnues. Il y a 2 types de méduses qui ont des yeux, qui font partie des bestiaux qui ont les yeux les plus proches des yeux humains. Et on devrait l'année prochaine tester des greffes de cornée à partir d'yeux de méduses. Ce qui m'a appelé un jour un confrère dans un groupe m'a dit « c'est super parce qu'on va enfin regarder la mer avec des yeux médusés ». Vous voyez, donc tout va dans le bon sens, incontestablement. Là, je vous ai amené des bestioles qu'on ne connaissait pas il y a plus de 6 mois. C'est les plus gros agrandissements que l'on ait. Alors celle-là, ça c'est un morceau d'algue, la reficée. Tout le débat est de savoir, alors ce qui nous bluffe, c'est qu'on pourrait se croire dans la galaxie. Et ce qui nous bluffe en ce moment, c'est qu'on est en train de découvrir que la structure de l'infiniment petit, on est dans l'infiniment petit, c'est invisible à l'œil nu, est la même que l'infiniment grand. Alors, suspense, si vous chopez au pif ce point jaune et que vous l'agrandissez, on ne peut pas. Ça sera le boulot de vos enfants ou vos petits-enfants. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous pouvez toujours parier, on ne saura pas. Peut-être le même truc, peut-être différent, mais il est probable qu'il y a quelque chose. Donc, vous voyez, on commence sacrément à avancer. Ah, j'ai perdu. Voilà, là, je vous ai amené des bestioles. C'est invisible à l'œil nu. 99,9% de ce que vous avez dans la mer est totalement invisible à l'œil nu. Je ne devrais pas vous dire ça, mais quand vous vous jetez à l'eau, vous provoquez un tsunami intersidéral. Alors, il y en a pour tous les goûts, vous voyez, vous avez ce genre de choses. Voilà, ça, c'est un morceau d'algue. C'est probablement la plus petite puce que l'on sait faire. Donc, vous voyez, la bio-inspiration, le biomimétisme, on est étonné, puis c'est assez réussi, hein, invisible. Voilà ce qu'il y a dans la mer et qu'on ne connaît pas. Ça, je vous ai amené ça, c'est une puce de mer, très agrandie. 16 cônes dans les yeux. Les chiens en ont 2, les humains en ont 3. Panique, elle en a 16. Mais si elle en a 16, elle voit même les rayons. Elle voit même les ondes. Mais si elle voit tout ça, est-ce qu'elle voit encore quelque chose? La suite au prochain épisode. Mais voyez comment nous ne sommes pas dans un monde fini. C'est absolument génial. La construction va aussi se développer, et puis je pense au tourisme. Là, vous remarquez que, pour ceux qui auraient échappé à Titanic 1, qu'il s'agit du Titanic numéro 2. C'est quelque chose qui va être en construction l'année prochaine, qui devrait être livré dans 4 ans. C'est le même que le Titanic 1, avec plus d'embarcations, ça va sans dire, avec un mode de propulsion différent, qui est destiné à faire des voyages transatlantiques, croisière inaugurale en principe en 2027 ou 2028, sur le même itinéraire que le Titanic 1, aux mêmes dates bien évidemment.
hein, donc à ne pas louper si vous voulez en profiter. La croisière va continuer à se développer. Là, je vous ai emmené le projet de France numéro 7. Le France numéro 6, c'est celui qui a très mal fini. Comment il s'appelait déjà, là, qui a fini qu'un nom norvégien, c'était je ne sais plus. Le Norway. Ça serait le Titanic. Le France, pardonnez-moi, 7. Il ne polluerait pas plus. On a mis des cheminées pour faire look, hein, mais on va vers ça. Mais ça reste très gentil, très traditionnel. Alors là, je n'adhère pas forcément. Hein. Je vous montre simplement ce qu'il y a dans les cartons. On va vers ce genre de choses. Ça, c'est un balcon du truc précédent. Ça montre les possibilités. Je ne dis pas que c'est... La difficulté, c'est que c'est incroyable ce qui se passe. Aujourd'hui, dans un grand mouvement séculaire, toute la population mondiale se concentre sur le littoral. Même en France, il n'y a pas de ville littorale ou de départements littoraux qui ne connaissent pas un accroissement supérieur aux autres. En 2050, 80% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale mondiale de 75 km. Toute la population se niche sur le littoral et en même temps la mer monte. Aujourd'hui, elle monte non pas par fonte des glaciers, elle monte à 82% par dilatation thermique. La mer, comme tout bon camembert, sous l'effet de la chaleur, se dilate. À 82%, c'est la dilatation. Après, effectivement, il peut y avoir un apport d'eau. Attention, l'apport d'eau, c'est pas si l'Arctique fond. Vous avez tous fait cette étude catastrophique. Quand vous faites fondre des glaçons dans un verre de whisky, le niveau du whisky n'augmente pas. Par contre, si la glace de l'Alaska ou la glace du Groenland fond, là, ça sera un apport d'eau. Mais c'est surtout le réchauffement climatique qui provoque ça. Donc, vous voyez, on se concentre de plus en plus sur le littoral et la mer monte. Là aussi, je vous promets qu'il y aura, parce que pour l'instant, il y a encore on en sort. On était encore il y a 2 ans, on va reculer. Il y a une ville qui s'est portée prête à reculer, c'est la ville de Lacanau, dans le 33 en Gironde. Bon, on va reculer, puis on vous donnera des terrains derrière. C'est moins sympa. Mais surtout, on est en train de se rendre compte que ça coûte plus cher que défendre. Donc on va faire des ouvrages de défense, je ne sais pas si on appellera ça un plan Marshall de lutte contre l'érosion, mais là aussi, ça va générer tout un tas d'éléments. Il y a tout un tas de réflexions à avoir. Donc voilà, ce vers quoi longtemps. Là, je vous amène une île. Alors, ce n'est pas une île flottante, c'est un vaisseau qui avance. C'est le rêve de Jules Verne. C'est l'île à hélice. C'est 300 mètres de long, 400 mètres de large plutôt, sur 300 mètres de long. On ne rentre pas dans un port, bien évidemment, mais bon, les passagers arrivent là. C'est comme ici, en fait. Hein. On est exactement là, vous voyez, on est presque des pionniers. Ça fait penser à un vélodrome, bon, idéal pour faire du vélo, tout en descente, tout en montée. Vous avez 17 niveaux. Si vous adorez le lagon, pas de panique, vous avez un lagon d'1,5 hectare. Aucun problème pour évacuer. Alors là, il n'y a pas de chaloupe, mais vous allez au fond, vous avez des grandes portes, et puis si jamais il y a le feu, ça se met à la mer, et si, parce que parfois, si jamais le jour de chance, maintenant votre tronçon se met à couler, là, vous aurez la bonne vieille chaloupe. Je vous précise l'élément, je vais essayer de vous le vendre. Personnel, navigant et hôtelier. Le seul personnel navigant hôtelier, 3700 personnes. En gros, les gros bâtiments d'aujourd'hui de croisière, les Costa, etc., MSC, c'est le seul personnel navigant hôtelier, passagers 11 000, le tout 15 000. C'est la contenance de 3 à 4 paquebots contre un coût de construction de 2 paquebots 6. Ce genre de choses va se développer. Il y a les JO à Los Angeles, il ne faut pas être pingre, vous allez faire venir 3 îles flottantes, et puis qui vont visiter effectivement l'Inde, mais c'est la mousson qui vont décarpir, et puis vous allez acheter les appartements à la découpe, et puis même aux petits vieux, vous pouvez les mettre là, plutôt que de regarder effectivement le marronnier qui n'en finit pas de grossir, l'air marin est bon. On va vers ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est bien, mais on va vers ce genre de choses. Alors pour me faire pardonner, je vous ai amené un truc australien. Ça, c'est un lieu de construction. Vu qu'on est tous concentrés sur la mer, qui est au bord de la mer, autant voir la mer. Mais le prix de l'immobilier a explosé, donc vous avez tout un tas de petits malins qui se disent « Moi, je vais me construire un bateau, je vais m'acheter simplement un anneau dans le port, et puis s'il fait beau ce week-end à Sydney, je pars. » Ça, il n'y a pas plus vert que ça. Tout est en panneaux solaires, etc., etc. Donc vous voyez, on va avoir un rapport avec l'eau de mer qui va être tout à fait différent. Je ne sais pas si on va arriver à ça, mais effectivement, on voit un certain nombre de choses dans les cartons. J'aimerais terminer par une toute petite note sur la géopolitique. D'abord, je vous montre, c'est un dessin. Aujourd'hui, nous polluons, faisons attention, vous le savez bien, mais j'aimerais dire un petit mot ou deux sur la géopolitique pour conclure. La mer
a une vertu incroyable. Elle est à la base de 3 changements géopolitiques qui nous font rentrer dans un nouveau temps de l'histoire. Premier changement, la territorialisation de la mer, la plus grande date de l'histoire française, 1994, les ZE. La France a la plus grande ZE au monde, égalité avec les États-Unis, mais la mieux placée en termes de ventilation. Avec les autres pays de l'Union européenne, au total, ça fait 27 millions de kilomètres carrés. N'oubliez pas que la Chine sait qu'elle ne pourra pas être au rendez-vous avec l'histoire si de 3,8 millions de kilomètres carrés, elle n'a pas 5 millions de kilomètres carrés. Pourquoi est-ce que depuis, il faut prendre du recul, pourquoi est-ce que depuis un certain temps, vous avez quasiment une entente, on parlait dans la diplomatie de convergence non concertée, c'est toujours très châtié, convergence non concertée, entre les Russes, les Américains, pour tailler les croupières de l'Union européenne. Parce que cette Union européenne, elle a un potentiel d'enfer. Rien qu'avec le Groenland. L'Union européenne est l'ensemble politique qui a le plus grand domaine maritime au monde. 27 millions de kilomètres carrés. L'Union européenne est l'ensemble politique qui a le plus grand linéaire de côte. L'Union européenne est l'ensemble politique qui a le plus grand nombre de navires, certes grâce à Grèce et grâce à Malte. Donc on voit ce potentiel que nous avons. C'est ce qui fait dire à quelques-uns, trop peu encore, où l'Europe sera maritime, ou elle ne sera pas. Dominique a eu la gentillesse de citer les travaux d'Océanie tout à l'heure. 264 chercheurs issus de 40 pays, vu qu'ils étaient plutôt bien rémunérés, parce que bon, il y avait beaucoup de grandes entreprises qui ont joué le jeu. On a eu les meilleurs spécialistes, donc 2 spécialistes en géopolitique des présidents américains. En fait, ceux qui l'emportent sont ceux qui jouent la mer. Toute l'histoire peut être vue comme un bras de fer terre contre mer. C'est toujours la mer qui l'emporte. Si vous prenez les guerres napoléoniennes, le blocus continental a bloqué l'Europe et pas l'Angleterre. La première guerre de 100 ans, je dis première guerre de 100 ans parce qu'il y en a une autre qui a duré 100 ans. Pourquoi elle a duré 100 ans? Parce que les Français n'ont jamais bloqué les Britanniques sur leur ligne de communication qui est la Manche. Et c'est si vrai que lorsqu'on l'a fait à un moment donné, qu'un bonhomme génial qui s'appelle Jean de Vienne, on va construire des galères à Rouen, les Anglais rentrent dans leur coquille, leur île, mais vu que la marine coûte cher et que nous avons des problèmes avec la maîtrise des taux d'intérêt, on arrête de faire cet effort, les Anglais raboulent à nouveau, il faudra finalement toute la fougue mystique de Jeanne d'Arc pour en finir. La Seconde Guerre mondiale, c'est un bras de fer terre contre mer. Il y en a un qui l'a très bien compris, d'ailleurs, c'est le général de Gaulle dans son appel du 18 juin. Tout le monde connaît le refrain. La France a perdu une bataille, mais pas la guerre. Mais le général, il explique pourquoi. Je le cite de mémoire, nos alliés tiennent la mer. La guerre froide, qu'il ne faut pas minimiser, même si elle était froide parce que sous-marine, elle a été emportée par l'Alliance Atlantique, parce que l'Alliance Atlantique maîtrisait les détroits. La Chine a été aux abonnés absents pendant 500 ans. Alors c'était la plus grande population, qu'ils avaient inventé le billet de banque en même temps que nous, etc., qu'ils avaient inventé le gouvernail des tambours, la boussole, etc. Pourquoi? Parce que la Chine, en 1434, a interdit la navigation hauturière. Donc la Chine est devenue le pays de l'empire du milieu, en d'autres termes, l'empire de l'enfermement. C'était génial, sauf que c'est fini, depuis le président Xi. La Chine est aujourd'hui le pays qui investit le plus dans le maritime. On estime, parce que c'est à nous de bricoler un peu les chiffres, parce qu'on ne les a pas vraiment, on estime que la part du maritime dans le PIB chinois est de l'ordre de 8 à 9%. 2,4 pour le Royaume-Uni, 2,4 pour l'Allemagne, 2,2 pour la France, qui est le pays le mieux placé. Vous voyez le potentiel de rattrapage. Où l'Europe sera maritime ou elle ne sera pas. Et la France, qui est le pays qui a tous les atouts, ne se sert pas de son domaine maritime aujourd'hui. Nous sommes le seul grand pays qui n'a pas véritablement une politique maritime. Alors, le président de la République a décidé que 2025 serait l'année de la mer. Il va y avoir à Nice une très grande rencontre au printemps dans un an, effectivement, mais ça sera davantage la partie environnementale qui sera présentée. Je me réjouis. Mais il ne faudrait pas, si vous voulez, qu'il n'y ait que cela. Parce qu'il faut 28 milliards d'investissements si on veut fluidifier, redonner de la compétitivité, lutter contre les émissions de CO2. L'avantage d'une politique maritime environnementale, il faut le dire, c'est que ça caresse l'opinion publique maintenant dans le sens du poil et que ça ne coûte pas cher. Nos atouts sont dans la mer. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi, je te promets, je vois qu'il n'y a plus qu'une minute 34, Laurent, c'est si important pour moi de vous en parler parce que je ne sais pas exactement, on va en parler, ce que vous faites. Mais dites-vous bien que nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. Je vais conclure. Un nouveau temps de l'histoire. Je vais comparer ce temps
à une partie de cartes. On est dans ce moment très précis où la partie n'a pas encore commencé, les cartes viennent d'être distribuées, on est dans ce moment très précis où chaque table, chaque personne découvre ses cartes. Quand vous voyez les cartes de l'Union européenne ou de la France, punaise, on a tous les jokers. Mais en même temps, vous savez très bien qu'en dehors de jeux stupides qu'on joue avec nos enfants en bas âge qui s'appellent la bataille, on n'a jamais vu un joueur de cartes gagner la partie s'il ne fait pas son jeu, s'il ne bâtit pas sa stratégie. Nous sommes dans ce moment. Nous changeons de manière de voir, nous rentrons dans un autre monde, dans de nouveaux rapports. Je ne sais pas encore vos activités, mais est-ce que la mer souffle suffisamment dans vos voiles? Est-ce que la mer ne peut pas être quelque chose qui va booster les choses, peut-être en vous diversifiant, peut-être de manière connexe? Sans la mer, on ne passe pas. Vous êtes les mieux placés. Redonnez à la façade ouest, je dirais, le poids qu'elle a eu autrefois, parce qu'encore une fois, tous nos atouts passeront par la mer. C'est notre grande chance, mais je terminerai en disant, ça s'use que si l'on s'en sert, même si il ne s'agit pas d'exploiter la mer, mais d'avoir une autre vision, plus en harmonie, bien évidemment, avec la mer, à travers, je l'évoquais, le biomimétisme ou la bio-inspiration. Et puis, franchement, il n'y a pas mieux que la mer pour maritimiser les esprits, c'est-à-dire nous pousser à nous jeter à l'eau. La vraie vie, c'est la mer, hein, quelque part. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas mon domaine ce soir, mais il y a un lien entre mer et spiritualité qui est évidente. Et la mer, je dirais, est source d'inspiration sur tout un tas d'éléments. Voilà, j'ai fini mon temps. Merci beaucoup pour votre attention. Désolé d'avoir décalé un peu le repas, mais il va arriver, et puis après on pose des questions. Merci beaucoup.